Bonjour tout le monde, ici Marthe Saint-Laurent. Vous écoutez l'émission Vivement les femmes depuis le studio de Rimouski. Aujourd'hui, il sera question d'une profession de laquelle on parle de plus en plus, celle de doula. Autrefois, on les appelait les femmes sages ou même les sorcières. Les mains et l'âme dans la relation d'aide, les doulas font de l'accompagnement dans les transitions de vie, souvent en périnatalité. Rencontre avec la doula, Marie-Pierre Lamoureux. Puis, nous aurons le témoignage d'une maman, Émilie Martel, qui a bénéficié de l'accompagnement de Marie-Pierre Lamoureux. Bonjour Marie-Pierre Lamoureux, bienvenue à Vivement les femmes. Bonjour Marthe. Vous vous décrivez comme une porteuse d'espace, connectée à vos ressentis, sensible et humaine, engagée dans cette quête de l'humanisation des naissances et du vécu des familles, disponible pour les grands passages de la vie. Vous êtes maman de 2 beaux enfants que vous avez eu le plaisir de porter. Marie-Pierre Lamoureux, c'est touchant, hein? Oui, c'est vraiment touchant. Qu'est-ce qu'une doula? Une doula, tout le monde a un peu sa définition de ce qu'est une doula. À la base, le mot doula signifie au service de. Donc, chaque doula va être au service d'un passage qui probablement lui est particulièrement plus important à elle. Pour moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment d'être au service des passages, des transitions de la vie et que mes clients s'approprient leur expérience de transition de vie. On entend beaucoup parler des doulas dans la périnatalité, beaucoup au niveau des naissances, mais c'est tout à fait possible d'être une doula au service des passages de la naissance jusqu'à la mort et avec ce qui entre les deux. Donc, c'est assez large. On en parlera plus tard des autres... des autres espaces où les doulas peuvent nous accompagner autres qu'en périnatalité. Oui. Et d'où provient ce nom-là? Ça a une connotation... c'est vieux comme nom. Puis je suis pas une bonne étudiante où je me souviens d'où viennent les choses. Il me semble que c'est peut-être grec, mais je sais que c'est une vieille appellation qui signifie au service de. Puis on appelait ça à l'époque les femmes sages ou sorcières. Ah, ouais. Pourquoi sorcières? Ben c'est les doulas ou les sorcières. C'était souvent elles qui connaissaient les remèdes, utiliser les ressources de la nature pour soigner. C'était souvent elles qu'on allait voir quand on était un peu dans des cul-de-sac dans notre vie, là. Tu sais, quand c'était plus possible d'avoir des discussions en public. On parle beaucoup des doulas qui accompagnaient les interruptions de grossesse à un certain moment dans notre vie. Puis encore aujourd'hui, il semble que c'est encore un débat en 2024. Chose que je comprends moins. Quand on parle des années 1800, 1700, même avant, où on allait chercher la sorcière dans le fond de la forêt parce qu'on vivait quelque chose qu'on ne pouvait pas adresser en grand public. Quelque chose souvent qui est en lien avec la féminité. La place de la femme a bougé dans nos sociétés. C'est quelque chose qui a évolué, qui mérite encore qu'on l'adresse, malheureusement. Ouais. Ouais, fait que on avait besoin, je pense, de retrouver ces espaces-là pour pouvoir nommer les difficultés, nommer qu'on... C'est assez large. Ouais. Autant que les femmes ne souhaitaient pas enfanter à cette époque-là. C'est pas très bien vu, là, de dire « j'en veux pas d'enfant ». Oui, effectivement. Ou « j'en veux pas d'enfant avec cette personne-là aussi, parce que c'était pas désiré ». Ou ne serait-ce que de venir porter... Tu sais, on n'était même pas dans l'expérience de l'enfantement. On était dans le « je veux peut-être pas être là non plus ». Là, Donc, la sorcière, elle était là, souvent jugée aussi parce qu'elle faisait des choses que les autres faisaient pas. Oui. Elle avait peut-être une compréhension plus grande et moins scientifique, c'est-à-dire peut-être qu'elle travaillait plus avec son intuition. C'était des femmes très intuitives et très près de l'humain. C'est peut-être je pense ça qu'elle qui dérangeait. prenait beaucoup de notes aussi. Tu sais, les grimoires de sorcières sont apparus avec les notes. C'était une forme d'étude, je pense, pour elle aussi. Quand elle se retrouvait de savoir quel type d'herbe fait telle action, permet telle chose aussi. Tu sais, nos herboristes de ce jour ont des grandes enseignantes qui les ont précédées. Mais oui, c'est des femmes qui avaient beaucoup de connaissances, qui savaient aussi qu'il fallait balayer, qu'il fallait, tu sais, le balai de sorcière était là pour dire aussi qu'il fallait faire le ménage, il fallait nettoyer pour être en santé. C'est quelque chose d'important. Elles avaient des messages qui étaient peut-être pas de leur temps.
à ce moment-là. Oui. Donc, souvent, elles se retrouvaient dans le fond des forêts parce que c'était beaucoup plus facile de vivre isolé, loin des jugements de la société, parce qu'on rentrait plus ou moins dans un cadre spécifique désiré de l'époque. Est-ce que cette profession-là était aussi, je dirais, populaire ou en tout cas en demande qu'elle l'est maintenant? Est-ce qu'il y a je dirais, une hausse de l'accompagnement, en fait, en périnatalité? Ben, à ce moment-là, je pense pas que c'était en demande parce que c'était un peu comme une conséquence de pas être dans le moule de la société nécessitait qu'on soit isolé pour essayer de vivre une vie qui nous ressemblait. Les sorcières vivaient... c'est drôle parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est un peu ça. La doula, c'est aussi celle qui est au service de ses propres passages. Puis même à l'école de doula, on en parlait souvent, comment c'est possible d'être la doula de soi d'abord. Oui. Il y a vraiment l'idée de prendre soin de soi, c'est un acte professionnel aussi. Je pense qu'à un moment donné, la sorcière, pour se permettre d'être encore plus à l'écoute de son intuition, dans le respect des cycles de la nature, dans le respect de ses cycles à elle aussi, a nécessité, pas une réclusion, mais un retour à la nature un peu plus isolé. C'était pas toujours un choix. Je pense aussi qu'il y en a qui ont sauvé leur vie en faisant ça. Là. Ah oui. Aujourd'hui, on le voit, on en entend beaucoup plus parler, où la sorcellerie, le côté plus ésotérique est de plus en plus accepté. On en parle en ondes, on en parle avec des personnes. Même la fin de semaine dernière, j'étais dans un salon de spiritualité. Oui. Il y avait des gens au rendez-vous. Et dites-moi, il y a le soutien physique et émotionnel à la femme qui est enceinte, pour revenir au doula, avant, pendant et après l'accouchement. Est-ce qu'on parle de soutien continu? Est-ce que c'est du 24 heures pendant 7 jours? Entre 37 et 42 semaines en ce qui me concerne, oui. Oui. Donc, c'est 24/7 pendant de 37 à 42 semaines. Il y a des doulas qui accompagnent que les femmes. Moi, j'accompagne les couples. Okay. Les partenaires aussi sont beaucoup malmenés, je pense, en 2024. Souvent, on leur donne la responsabilité de porter le reste de l'espace où ils doivent porter les espaces de postnatal, où ils doivent assurer aujourd'hui ce rôle de pourvoyeur encore plus que... Puis pour moi, c'est vraiment une mission d'inclure les partenaires lorsqu'ils sont présents dans le principe de cette mort quantique-là, la mort de l'identité qu'on avait vers celle qu'on devient. Les partenaires, femmes ou hommes, vivent ces transitions-là aussi. Donc, c'est souvent oublié, hein, cette transformation-là. Effectivement. Et justement, le deuil... Moi, je me souviens, quand j'ai accouché de ma fille, on était dans la voiture, on ramenait notre fille à la maison, puis il m'avait dit, t'as rendu compte que notre vie sera plus jamais la même? Et puis c'est drôle, moi, je voulais tellement un enfant. Non, j'avais pas pensé à ça. Ben oui. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de deuil à faire. Tout à fait. Tout à fait. Et j'aurais bien eu besoin, moi, d'une doula. Et quelle est la différence entre une doula et une sage-femme? C'est une question qui revient souvent. Les sages-femmes sont formées, très bien formées, pour porter des espaces d'enfantement non médicalisés et non pathologiques, la plupart du temps aussi. Donc, elles vont porter l'espace médical. Tout ce qui est en lien avec des techniques médicales en lien avec l'enfantement c'est leur responsabilité. La doula va s'occuper davantage du soutien émotif, du soutien le soutien familial. Donc, la doula va pouvoir être là autant pour écouter une détresse ou une inquiétude qui pourrait survenir que d'être là en train de faire des tartes pour préparer le postnatal. Oui. Donc, on n'est vraiment pas dans l'espace médical. La doula n'est pas formée pour donner des conseils médicaux. Elle va pouvoir, en fonction des connaissances de chacune, aller chercher des ressources, par exemple, aller chercher des études qui ont été faites où, là, on parle de telle chose pour amener le choix éclairé. Et il semble que les doulas sont souvent des naturopathes. Est-ce que je me trompe? Bien, souvent, elles vont chercher... Et pourquoi? Je pense que c'est une façon d'aller chercher légalement ce titre de sorcière. C'est utile, la ressource, la nature. Tu sais, quand on y pense... Prendre soin de soi d'une manière holistique. En fait, la plupart des douleurs ont ça à l'intérieur d'elles. Elles veulent prendre soin de soi d'une manière globale. L'alimentation, la supplémentation, l'herboristerie, ce sont des sujets qu'on va adresser dans les accompagnements de douleur parce que ça a de l'impact. On le voit dans la santé.
Pourquoi avoir choisi cette carrière, Marie-Pierre Lamoureux? Je me demande si j'ai choisi ou c'est elle qui m'a choisi. On l'a dit au début de l'émission, j'ai l'immense honneur d'être la maman de 2 beaux enfants qui sont arrivés avec toute leur intensité, tous les 2 au solstice d'été, à 5 ans d'intervalle. Ils sont aussi arrivés avec des traumas importants, des traumas de naissance, où on a eu à traverser beaucoup de remises en question, des violences obstétricales. On a eu à traverser beaucoup de doutes sur nos compétences de parents, beaucoup de doutes sur les choix qu'on avait faits. Pour nous, ça n'a pas été un long fleuve tranquille de parcourir la périnatalité, le devenir parent. Donc, il a fallu... De la grossesse à l'accouchement et après l'accouchement? Ah oui. Tout? Oui, toute la préparation, le pendant, faire des choix au travers d'avoir des professionnels qui ne croyaient pas en nos projets. Ah oui, d'accord. Ça a été vraiment difficile d'adresser tout ça, ou dans un système où on a peu de temps, un système de santé dans lequel il n'y a pas beaucoup de temps pour adresser les inquiétudes, où on ne soigne que par une approche médicalisée. Oui. Donc, et c'est ce qui a été probablement le plus difficile quand j'ai commencé ma formation comme doula, ça a été de voir, de savoir que c'était utile pour moi déjà, de me rendre au service de mes clients par rapport à ce qu'on avait vécu, mais aussi de voir tout ce qui aurait pu être fait pour nous. Puis de se dire que pour nous, il était trop tard. Vos enfants ont quel âge? Ma grande fille, elle a 8 ans. Mon garçon a 3 ans. Ils avaient quel âge quand vous vous êtes inscrite à la formation? Mon garçon avait 1 an. Oui, ça fait... j'ai été certifiée par l'école en octobre 2023. Donc, 1 an avant, c'est là que commençait cette aventure-là. Puis même à ce moment-là, quand j'ai choisi, je me suis dit, OK, tu sais... Il faudrait que je fasse une différence pour les autres. J'étais déjà dans l'accompagnement depuis plusieurs années. Oui, vous avez votre formation en travail social. Oui, la formation en intervention en travail social. J'ai travaillé 10 ans dans le communautaire. Après ça, il y a eu plein de défis. Mes enfants sont arrivés. J'ai eu d'autres formations complémentaires vraiment intéressantes aussi, ou dans mes intérêts particuliers. Mais je me souviens que ce projet-là de devenir doula est arrivé avec la naissance de mon garçon, donc mon 2e enfant, où j'en avais parlé avec une amie proche, puis elle m'avait dit, je me souviens quand il est né, elle m'avait dit, puis finalement, ton projet de devenir doula, j'en avais déjà parlé dans la grossesse. Si je suis capable de mettre mon bébé au monde, c'était gros de dire ça. Ah oui. Puis je vais faire ma formation. Vous aviez des doutes? J'avais des doutes. Oui, je pense que j'avais des doutes sur comment je pouvais être accompagnée adéquatement. Puis j'avais raison d'avoir des doutes. Ouais. Vous avez eu un accompagnement par une sage-femme? J'ai eu 2 doulas qui étaient à distance. C'est celle avec qui ça connectait, parce qu'il y a ça qui est important aussi dans les accompagnements doula. On cherche le oui sacré. On cherche le... Quand moi, je parle de mon client ou je les vois, on s'aime. On a vraiment quelque chose qui s'allume en dedans de nous, puis on le sait, là, quand on a discuté de notre approche puis de nos besoins, puis on se dit, c'est sûr, on va travailler ensemble. Ce qui fait aussi qu'il y a un accompagnement par année, souvent, que j'offre gratuitement. Ah oui? Parce que ça m'arrive d'avoir des oui sacrés, puis je me dis, ça se peut que ça rencontre pas au niveau la capacité financière de mes clients. Puis là, c'est comme, il va faire partie de mon 1 cette année. Ah oui, d'accord. Fait que finalement, puis est-ce qu'il y a des noms aussi? Il y a des noms, oui, c'est déjà arrivé. Oui, de votre côté ou des 2 côtés? Oui, ça arrive parce qu'il y a toujours une rencontre, un premier contact au départ, où c'est pas une rencontre, c'est un contact où on s'informe. Voici mon approche, comment je fonctionne. Puis rapidement, on met les cartes sur table où j'exprime que j'aime beaucoup la spiritualité. Le slogan de notre école de doula, c'était « Entre science et sacré ». Donc, c'est sûr que il y a une partie de ce que je fais qui est dans l'énergie, qui est dans l'invisible, mais qui est soutenue aussi par cette portion de science-là et qui nécessite aussi, si partenaire il y a, qu'il soit présent et qu'il soit impliqué dans le parcours.
retour. Et c'est souvent là, en fait, c'est impressionnant parce que c'est comme si quand je demande au partenaire, toi, tu vois ça comment, tu sais, cette aventure-là, puis qu'on me répond, ben c'est surtout elle qui va tout faire, tu sais. Ah ouais, OK. Puis que moi, je dis, est-ce que ça te tente que je te dise comment je vois ça? Puis que j'y explique, tu sais, comment je trouve que les partenaires sont des gardiens de l'espace. Pendant que leur blonde, tu sais, navigue au travers de la symphonie hormonale, on a besoin d'un chêne qui est solide. Absolument. Puis c'est là où souvent, j'ai des yeux grands, ronds qui font comme « OK, j'ai un rôle à jouer, moi, là-dedans. Ah oui. Faut que je m'implique. C'est ça. Fait que c'est là où c'est pas toujours possible pour différentes raisons. Plusieurs femmes veulent l'accompagnement. Les partenaires sont pas tout à fait certains. Puis vous, ça vous plaît pas. Vous voulez travailler surtout avec les couples. Mais on reviendra plus tard de la façon dont vous travaillez. Est-ce que toutes les doulas sont spirituelles? La plupart que j'ai rencontrées ont cette notion de spiritualité. Je pense à des degrés différents. J'imagine que c'est comme dans d'autres corps de métier. Il y a des intensités relatives à chacune. Oui. Est-ce que c'est une vocation d'être doula? Il me semble, de tout ce que j'entends, c'est plus que c'est plus qu'un métier. Une façon de vivre. Oui, c'est ça, c'est une façon de vivre. Mais moi, j'ai compris, en suivant la formation, que finalement, ça a toujours été ça pour moi. J'ai toujours été là, au service de ceux qui vivaient des choses dans leur vie. Quand j'étais jeune, j'accompagnais, tu sais, des membres de famille qui étaient malades ou que j'allais avec eux, tu sais, je ratais des rencontres, même du travail, ça m'est arrivé, tu sais, pour aller, justement, tu sais, faire un autre type de travail que je savais pas que c'était ça. Oui. Fait que je pense qu'il y a ce désir-là d'impacter le monde. Je me souviens avoir dit ça à une de mes patronnes un jour, tu sais, d'une journée où j'avais été en formation, puis que j'étais bien attristée d'avoir aidé personne cette journée-là. Puis elle m'avait appelée, m'avait dit « OK, là, on va te laisser en contact avec la clientèle. » Parce que pour moi, c'est vraiment important d'avoir des journées utiles, être utile pour ma communauté, utile pour les gens que j'accompagne, faire une différence. C'est important. Et à quel moment on vous appelle? Est-ce que c'est selon des rendez-vous établis ou est-ce que c'est quand la mère a des inquiétudes? Est-ce que vous êtes toujours sur appel ou il y a déjà des rendez-vous d'établis? Il y a déjà des rendez-vous d'établis. Habituellement, quand on parle d'accompagnement doula, on parle davantage, pour moi, de forfait. Donc, on a vraiment un forfait qui comprend plusieurs heures d'accompagnement. Souvent, on est autour de la 14e semaine de grossesse en ce qui concerne la périnatalité pour préparer faire des choix avant la grossesse, préparer le plan de naissance, préparer le postnatal aussi. Postnatal qui, habituellement, se planifie vraiment tôt dans la grossesse, le plus tôt possible. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment il s'arrête. Il y a cette grande... je trouve qu'on promet des bébés dans les bras de leurs parents, mais ils n'arrivent pas toujours là. Oui, c'est ça. C'est ça qui inquiète, j'imagine, le plus les femmes qui sont enceintes. Non. Non? Pas tant ça. Qu'est-ce que c'est? Je pense que les inquiète, c'est la douleur. La douleur l'intensité. à la naissance? Oui. La douleur, l'intensité, le manque de préparation. Je pense qu'en dessous de ça, plusieurs pourraient avoir peur de se reprocher de ne pas avoir été assez prêtes. Il y a beaucoup de performances liées à la naissance. Oui, je trouve ça un peu désolant. Est-ce que plus qu'avant ou... Ça fait quand même longtemps que vous pratiquez. Bien, finalement, ça fait pas tant longtemps. Je faisais le décompte hier, comme j'ai été certifiée en 2023. Ah, OK. Oui. En octobre 2023, il y a eu 11 naissances depuis ce temps-là, plus une quarantaine d'autres personnes où j'ai pas été dans les naissances, mais que j'ai été là à certains moments pour permettre le choix éclairé. Donc, soit quelques rencontres avant, sans être là pour la naissance, ou de détricoter après des naissances qui ont été difficiles. Donc, de faire un peu de retour dans le temps pour être capable de... En fait, ce qu'elles comprennent à la fois, c'est qu'elles ne sont pas responsables de ce qui se produit. Quels sont les bienfaits de cet accompagnement, Marie-Pierre Lamoureux? Bien, déjà, le fait d'être entendu dans son vécu,
Il y en a plusieurs qui ont des histoires à raconter par rapport à l'enfantement, leur désir d'enfantement, par rapport à leur expérience. Quand je parle, je pense à des couples où dans leur histoire de famille, ils ont du bagage qui va influencer la naissance. Je pense à un couple en particulier où il y a eu des décès en lien avec l'enfantement, où l'on a eu besoin d'adresser tout ça, puis finalement, on a monté des barrières par rapport à... Il y avait des peurs en lien avec l'enfantement, d'adresser souvent des interruptions de grossesse qui avaient lieu, soit de façon spontanée ou planifiée avant. Ce qu'on appelle fausses couches, avec lesquelles je ne suis... C'est pas un terme avec lequel je suis vraiment confortable. Et pourquoi? Je trouve qu'il n'y a rien de faux là-dedans. Tout est vrai. Tout est vrai, tout est tangible. Puis pour avoir vu des accompagnements d'interruption de grossesse, c'est la grossesse qui s'interrompt. Qu'elle soit planifiée ou qu'elle soit spontanée. Même. Il se produit quelque chose. Okay. Puis ils les mettent au monde. Ces enfants-là, ils les mettent au monde, ces cellules-là qu'ils ont créées. Donc, je trouve ça vraiment important dans le côté fausse couche, fausse contraction, faux travail, il y a quelque chose qui invalide aussi. Je pense qu'un des bienfaits de l'accompagnement des doulas, c'est de valider ce qui est vécu. Fait que c'est sûr que quand j'ai une cliente qui est à 37 semaines, puis qu'elle me dit « Oh mon Dieu, mon ventre a durci, il s'est passé telle affaire », je suis comme « Wow! Ton embarcation a commencé, tu sais, tout doucement, il y a des sensations qui sont là, ça va bien, c'est beau. Puis là, elle me dit « Ouais, mais là, on me disait à l'hôpital que c'était du faux travail. Mais toi, c'était tes vraies sensations que tu avais. » Ben oui. Fait que ça, c'est de valider ce qui était là. Puis que même quand quelqu'un d'autre de l'extérieur, quand je pense à des histoires de césarienne ou quand il y a des personnes qui traversent la césarienne qui n'était pas planifiée ou il y a du grand deuil, tu sais, de sentir qu'on est capable de mettre ses bébés au monde. Puis que là, tu sais, la famille ou des gens bien intentionnés, mais tellement maladroits, vont dire « Ouais, mais l'important, c'est que vous soyez en vie, toi puis ton bébé, tu sais. Puis là, on n'écoute pas ce qu'il y a en arrière. Ce qu'il y a en arrière, c'est « Ah, j'ai tellement senti que j'étais pas capable, que mon corps est brisé, puis que je ne peux pas mettre mes enfants au monde par moi-même. Ça, c'est comme un échec. Hein. Il y a tellement. Qui vivent ça. Tellement. Puis c'est vrai qu'on n'est pas capable d'écouter Marie-Pierre. C'est la même chose quand quelqu'un meurt dans notre famille. On n'est pas capable de juste d'écouter, de recevoir la douleur, toute la détresse, la tristesse. On n'est tellement pas formé pour ça. Il faut toujours aller bien, il faut toujours être heureux, il faut toujours... Ça rend inconfortable beaucoup aussi. Oui, c'est cette ça. Sensation-là d'inconfort, ce sentiment d'impuissance-là qui est vécu par celui qui entend. Oui. Puis je pense que rapidement, on veut soulager la douleur. On veut soulager le plus vite possible, ce qui fait que maladroitement, on arrive avec des conseils, on arrive avec la petite phrase qu'on pense qui va effacer le reste en arrière, mais ça ne fait que qu'enclencher quelque chose de plus fort. Fait que valider ce qui est là, faire « Wow, toi, t'as trouvé ça difficile. T'as le droit d'avoir trouvé ça difficile. » De trouver aussi des alternatives ou des compléments. C'est pas toujours ça ou ça. Ça peut être ça et ça. Je peux choisir tout. Donc, autant qu'il y a des doulas maintenant, en 2024, qui n'accompagnent plus à l'hôpital parce qu'elles trouvent ça difficile d'être confrontées à certains protocoles, certaines approches. Moi, je trouvais ça important de conserver ce lien-là puis d'être là quand même. Puis ayant été intervenante en travail social, il y a un dialogue que je suis capable d'aller chercher. Donc, autant à la maison, autant en maison des naissances qu'à l'hôpital, mais pour moi, c'est important d'être présente. Oui. Et j'imagine que pour votre cliente aussi. Parmi les bienfaits... on parle d'augmenter les chances d'avoir un accouchement vaginal spontané. Ben oui. Comment vous expliquez ça? C'est-à-dire le sentiment de confiance. La confiance? La confiance. Puis c'est aussi biologique. C'est biologique parce que si on est en confiance et qu'on se sent en sécurité, on va sécréter de l'ocytocine. Le corps, il est vraiment bien fait. C'est une belle machine. Quand on sait comment travailler avec elle, c'est ça, on permet de faire aller. Je parlais de symphonie hormonale tantôt, c'est vraiment ça. Si on se sent en confort, on se sent bien, on se sent... Puis que là, notre partenaire dit « Mon Dieu, que t'es belle, puis t'es vraiment ronde, puis tu sais, je te trouve sensuelle, tu sais, le complimenter, quand c'est vrai, là, tu sais, surtout, c'est quand c'est nommé et que c'est vrai, qu'on pense vraiment, ça a plus d'impact. Ça fait sécréter de l'ocytocine. Plus on met de la pression, ben plus on va sécréter de l'adrénaline. Puis je vais pas aller trop loin dans les explications techniques, mais au niveau de l'utérus, il va capter deux hormones particulières, soit l'ocytocine, qui signifie accouchement rapide,
soit l'adrénaline. Jamais les deux en même temps. L'adrénaline, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va cesser toutes les contractions pour sauver la vie. Fait que si j'étais dans le fond de ma tribu, puis qu'il y avait un lion qui passait devant ma hutte ou ma maison, ben je sécréterais de l'adrénaline pour me sauver la vie. C'est pas l'endroit le plus sécuritaire pour pouvoir avoir mon bébé. Mais après ça, si je me retrouve dans ma grotte puis que je me sens en sécurité, ben là, je me remets à sécréter de l'ocytocine, puis mes contractions vont arriver. Fait que c'est vraiment ça qu'on va vouloir venir stimuler un espace sécuritaire. On va travailler avec différents outils pour permettre ça, justement. Et est-ce que on a recours à la doula seulement pour la première grossesse? Non, souvent aussi pour les deuxièmes, parce que plusieurs ont traversé la première sans accompagnement, d'accompagnement affectif, souvent avec des accompagnements médicaux. Exclusivement. Et souvent, ce que j'entends, c'est « j'ai tellement souffert la première fois, émotionnellement, que je veux pas repasser par là. » Fait que souvent, je me retrouve dans des contextes où on va tenter des AVAC, que j'appelle des accouchements victorieux après des césariennes. C'est pas le vrai terme. Le vrai terme, c'est un accouchement vaginal après une césarienne. Mais je préfère utiliser victorieux parce qu'indépendamment de la manière dont ça se finit, mon objectif avec elle, c'est toujours de faire vous aurez choisi tout ce qui va se passer. Et dites-moi, qu'est-ce que la doula ne fait pas ou ne doit pas faire ou ne peut pas faire? Elle ne peut pas faire de conseils médicaux. Je peux pas lui dire que c'est mieux de choisir telle affaire ou telle affaire. Je peux... Puis, tu sais, de conseils médicaux puis de techniques médicales aussi. Là, je n'irai pas faire de prise de sang. Et heureusement, je suis très contente de ne pas faire ça. Elle ne peut pas se prendre non plus pour un psychologue, elle peut pas non plus se prendre pour un travailleur social, elle peut pas se prendre pour un médecin, ni comme une gynécologue, ni comme une sage-femme. Elle n'a pas ces ressources-là pour faire ça. C'est pas son rôle non plus. Le rôle de la doula, c'est vraiment d'être en complément de ce que les couples auront choisi comme type de service. Donc, quand on m'approche pour des enfantements non assistés, médicalement, donc avec aucune personne représentante médicale. Souvent, il y a des grosses discussions avant. De s'assurer que moi, mon rôle, ce n'est pas de remplacer un médecin, puis que je ne suis pas formée pour porter l'espace médical d'une naissance. Puis c'est souvent là que c'est un peu difficile pour ces familles-là, parce que souvent, quand on arrive à sortir du système pour donner naissance à ces enfants. On appelle ça des enfantements par dépit, en dépit d'un système qui entend plus ou moins bien les besoins de ces familles-là. Bien, ils vont choisir des situations où certaines peuvent se mettre à risque plus que d'autres. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marthe Saint-Laurent. Je suis en compagnie de la doula Marie-Pierre Lamoureux. Mais pour les 10 prochaines minutes, je m'entretiendrai avec Émilie Martel qui a profité de l'accompagnement de Marie-Pierre Lamoureux. Bien, bonjour Émilie Martel, bienvenue à Vivement les femmes. Merci. Alors, quel âge a votre enfant? Mon enfant qui vient de naître a 1 mois et 2 semaines. Un petit garçon, une fille? Un petit bonhomme. Est-ce que c'était votre premier enfant? Non, c'est mon deuxième. Oui. Et c'est la première fois que vous faites appel ou que vous travaillez avec une doula? Oui, c'est la première fois. Et quelle est la raison? Est-ce que c'est parce que le premier accouchement a été difficile ou... Disons que ça a été un concours de circonstances, un bel appel, un bel appel de Marie-Pierre qui m'a approchée quand j'ai annoncé sur mon Facebook à mes amis, finalement, que j'attendais un deuxième coco. Puis c'est ça. Puis j'en avais entendu parler auparavant, mais là, ça a été vraiment une belle offre de sa part. Puis je me suis dit, let's go, on se lance là-dedans. Et j'avais envie aussi d'essayer quelque chose de différent, là, de par ma première expérience, là, mon premier accouchement, mon premier accompagnement. C'était une belle occasion d'essayer quelque chose de différent. Et elle a accompagné le couple, hein, pas seulement vous. Oui, c'est ça. Donc, le couple et le bébé. Et le bébé également. Oui, c'est ça. Ouais. Et comment a trouvé ça votre conjoint En fait, j'imagine que
son implication a été différente du premier accouchement? Oui, ben c'est sûr que mon conjoint n'était pas présent à toutes les rencontres, de par son travail, différentes raisons. Mais c'est sûr que lui, en première chose, en premier lieu, c'est qu'il voulait vraiment que moi, je me sente bien accompagnée, que je me sente bien outillée. Fait que peu importe la démarche que j'aurais choisie, à la finale, il aurait été derrière moi. Fait que c'est sûr que lui, en termes de présence dans ces rencontres-là, il était bien ouvert. C'est sûr que, tu sais, des fois, c'est pas un grand bavard, là, mon copain, là, mais c'est ça. En premier lieu, lui, il voulait vraiment que je me sente à l'aise dans la démarche. Puis, il a bien aimé ça aussi. Oui, il en a bien profité. Oui. Et durant quelle période vous avez, en fait, travaillé avec Marie-Pierre, c'est-à-dire dès que vous avez appris que vous étiez enceinte, durant l'accouchement et... Pas longtemps, un mois et demi, 2 mois peut-être après, là, avoir appris la nouvelle, on a commencé les rencontres. Il me semble que c'est ça, quelques mois après avoir appris la nouvelle, là, on s'est rencontrés pour la première fois. Puis, ouais. À raison de combien de rencontres? C'était par semaine, par mois? Non, c'était peut-être une rencontre par mois. Puis d'autres fois, il pouvait y avoir des traitements qui se mêlaient à ça. Là. J'ai fait quelques traitements avec Marie-Pierre, donc ça venait se greffer au cheminement. Quel genre de traitement vous avez? Ben, j'ai fait, par exemple, du Rebozo. Je ne sais pas si je le prononce correctement, là, qui est une technique, elle pourra me corriger, là, une technique avec des foulards. On vient travailler le bassin, on vient resserrer le bassin principalement là, avec des foulards. Ça faisait partie du cheminement de l'accompagnement si désiré. Donc ça, j'ai eu deux séances comme ça. OK. Et effectivement, qu'est-ce que ça fait? Ça rebalance le bassin? Ça fait du bien, en tout cas. Oui, ça vient, c'est ça, ça vient rebalancer. Puis, tu sais, il n'y a pas juste le bassin, finalement. Tu sais, il y a le dos qui est travaillé aussi. Oui. C'est vraiment une belle énergie qui se dégage dans ces moments-là. Puis ça fait du bien beaucoup, là, parce qu'on sait que c'est une région qui est assez sollicitée pendant la grossesse. Oui. Il y a beaucoup de pression à cet endroit-là, fait que ça fait un grand bien. Et elle vous a aussi accompagné durant l'accouchement? Oui. Oui? Oui. Et qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous sentez que c'est quelqu'un qui fait partie, en fait, de l'expérience? Oui, absolument. Complètement? Oui, parce que, tu sais, Marie-Pierre, tout au long de l'accompagnement, ben c'est sûr que c'est un peu greffé, finalement, dans notre cocon familial. Fait que c'est sûr qu'elle apprend à nous connaître. On a partagé une belle énergie. Fait que c'est sûr que c'était... En tout cas, pour moi, ça allait de soi qu'elle soit présente pendant l'accouchement parce que c'est comme si c'est comme si on était 4, finalement, tu sais. Okay. Fait que c'était juste une suite, puis pour moi, je voulais qu'elle soit là. Un beau complément. Un beau complément, c'est ça. Et dites-moi, Émilie, à quel moment ses conseils et sa présence ont été le plus bénéfiques pour vous? Est-ce que c'était durant la grossesse, pendant l'accouchement, après l'accouchement? Bien, tout au long, parce que c'est chaque moment, finalement, a été teinté d'une manière différente. Tu sais, pendant la grossesse, finalement, c'est de s'accrocher à ce projet-là, c'est de s'accrocher à cette grossesse-là. Pendant l'accouchement, c'est de s'accrocher au fait que on va le mettre au monde, ce bébé-là, tu sais. Puis après, c'est de savoir comment ça va. Fait que finalement, c'est une présence qui est belle tout au long du processus. Et quel aspect de son accompagnement vous a le plus aidé, a été le plus bénéfique pour vous? Est-ce que c'est au niveau des conseils, de la présence, du soutien moral, de l'écoute? Bien, un peu tout, parce que c'est beau, parce que autant qu'elle a une belle énergie puis qu'elle a une belle présence, autant qu'elle a des connaissances, je ne vais pas trop m'avancer, mais tu sais, médicales, on va dire, ou des connaissances sur le corps humain. Oui. Puis, bon, en tout cas, là, c'est un sujet que je ne maîtrise pas, mais... Non, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, c'est ça. Donc, elle est capable d'expliquer le fonctionnement du corps et ses réactions. C'est ça, qu'est-ce qui est bon, qu'on est mieux d'éviter de faire. Puis, tu sais, c'est vraiment pas... un aspect médical comme si j'allais voir, par exemple, en gynécologie, exemple. Oui. Tu sais, c'est plus doux, on va dire. Tu sais, c'est ça. Il y a quelque chose de plus humain. De plus humain, c'est ça. Sans rien enlever à la gynécologie, mais c'est plus doux, puis c'est plus axé sur le sensoriel, on va dire, sur le ressenti. C'est ça qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est qu'on s'intéresse beaucoup plus à cet aspect-là
On prend le temps, en fait, de s'intéresser à ça, au ressenti. Oui, c'est ça. Je pense que le mot, Marie-Pierre nous parlait de prendre le temps. Oui. Ça, c'est quelque chose, en fait, que la doula fait, c'est qu'elle vous permet aussi de vous déposer. Absolument. Et de défaire aussi, elle nous disait, de défaire aussi tous les idées préconçues par rapport à la grossesse, l'accouchement, l'après, comment ça doit ou comment ça devrait se passer. Oui. Est-ce que vous avez cheminé énormément. dans ce sens-là? Énormément. Tu sais, ma première grossesse, qui était une super de belle grossesse. J'ai eu 2 belles grossesses, mais qui étaient très, pas mécaniques, j'aime pas dire ça, mais très... c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que tu vas accoucher, puis c'est comme ça, c'est comme ça, tu sais. Mm-hmm. Tandis qu'avec Marie-Pierre, c'était beaucoup plus, plus en douceur, finalement, là, tu sais. C'était prendre le temps, c'était justement se déposer, s'écouter, tu sais, puis prendre le temps de parler de ce qu'on vit, tu sais, de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui nous conseille. À un moment donné, je me souviens, j'étais découragée parce que ma date approchait, ma date d'accouchement, puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais ça se passait pas en même temps. Puis je me disais, écoutons, là, j'ai hâte que, tu sais... Puis là, elle prenait le temps de me dire, Émilie, fais-toi confiance, ça va se passer. Il y a quelque chose qui, tu sais, ça travaille actuellement. Puis, tu sais, ça, ce genre de soutien-là, je l'aurais pas eu. Oui. Je l'ai pas eu, en fait. Avec le premier enfant. C'est ça, exact. Mm-hmm. Est-ce que vous voulez un autre enfant? J'aimerais ça. Et dites-moi, est-ce que vous allez retravailler, soit avec Marie-Pierre ou une autre doula? Si j'ai la chance, moi, c'est certain que j'aimerais ça. Puis c'est quelque chose que c'est un accompagnement que je recommande aussi. Oui. Oui. Et vous pensez pas que l'accompagnement que vous avez reçu est suffisant pour être capable de l'appliquer à votre prochain bébé? C'est une nouvelle aventure à chaque fois. C'est intéressant, ça. Oui, j'ai des notions. Oui, je comprends mieux maintenant le mécanisme, on va dire, physique. J'ai acquis beaucoup de connaissances avec cet accompagnement-là. Mais, tu sais, une nouvelle grossesse, chaque grossesse est différente, finalement, comme chaque accouchement. Fait que je pense que ça fait juste du bien. C'est comme avoir une amie qui tient la main tout au long, tu sais. Mm-hmm. Fait que je pense que, en tout cas, si c'est possible, moi, j'aimerais ça. De retour avec Marie-Pierre Lamoureux, doula certifiée. Avec les femmes, Marie-Pierre, que vous accompagnez, vous précisez pouvoir travailler l'autorégulation de stress, les techniques énergétiques, les soins Rebozo, comme le mentionnait Émilie un peu plus tôt, et les techniques d'acupression en contexte d'enfantement. Qu'est-ce que c'est exactement, toutes ces techniques-là? Là? Est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose sur justement le soin rituel Rebozo? Oui, mais en fait, toutes ces techniques-là sont des techniques psychocorporelles. On va travailler avec le corps comme un outil pour pouvoir avoir accès à différentes choses, pouvoir détricoter des traumas, amener... Quand on parle d'autorégulation du stress, c'est vraiment d'amener cette compréhension-là de qu'est-ce qui favorise des hormones agréables, qu'est-ce qui en favorise d'autres de survie, qui me permettent, parce qu'en fait, le stress, c'est une bonne chose en soi. Même dans la naissance, au moment de l'expulsion, de l'émergence du bébé, on a besoin de cette dose-là d'adrénaline pour être capable de le mettre au monde, cet enfant-là. Donc, c'est de savoir comment on peut travailler avec le corps comme un allié dans nos parcours de vie. Donc, dans l'autorégulation du stress amène une compréhension au niveau du cerveau. Le Reiki, l'énergie, le magnétisme, les différentes techniques en énergie permettent d'amener une notion de l'invisible, une notion un peu pas un peu, carrément spirituelle, et que moi, avec mon bagage en psychologie, j'appellerais des techniques psycho-spirituelles. Le Rebozo, Émilie en parlait tout à l'heure, ce sont des techniques avec des foulards, avec une écharpe
qui, à la base, vient des sages-femmes mexicaines. Oui. Les sages-femmes mexicaines utilisent le rebozo pour pouvoir faire plein de choses. Et elles resserrent des bassins, elles portent des bébés avec, elles vont porter leurs courses. C'est l'immense foulard qu'on voit. C'est un grand foulard. Oui. Ça ressemble à une écharpe de portage plus courte. Oui. Les écharpes tissées, souvent. Les ribozos sont tissés souvent dans des lainages, des cotons qui sont assez solides pour pouvoir justement resserrer des bassins. Resserrer les bassins pour diminuer les tensions au niveau du bassin parce que les tensions dans le bassin empêchent les bébés de descendre. Ah oui. Donc, ça peut... Puis le bassin, c'est regorge de plein d'informations pertinentes, dont des expériences de vie. Oui, c'est ça. Des expériences de vie, des traumas, des situations où on ne s'est pas senti en sécurité. Donc, c'est la cage thoracique de l'utérus. Au final, il a besoin aussi qu'on le porte, ce bassin-là. C'est fou tout ce que le corps contient. C'est merveilleux. Comme information, oui, mais qui peut être nuisible quand on ne sait pas. Ouais. Qu'on porte ça. Ah oui. Puis, tu sais, le bassin qui, lui, protège, quand il protège, un peu comme le péricarde, son rôle, c'est de protéger le cœur. Mais le bassin, lui, c'est de protéger ce qu'il contient aussi. Donc, il va se resserrer en situation de stress, il va être tendu pour pouvoir permettre la vie. Comme le col aussi, tu sais, quand j'entends les histoires du col qui s'est pas ouvert, qui a pas, tu sais, je suis restée à 4 pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs heures. Oui. Mais souvent, je vais poser la question, qu'est-ce qui se met au travers du col? Puis souvent, c'est des histoires. Oui. C'est la peur de pas se sentir capable. Ou la peur d'avoir mal. Il y a plein d'affaires, tu sais. Il y a, est-ce que je vais devenir un bon parent? Est-ce que je vais être une bonne personne après? Est-ce que je suis capable de m'en occuper de ce bébé-là? Est-ce que, avec tout ce qu'on m'a parlé de la charge d'être un parent, tu sais, puis c'est la même raison, en fait, que c'est pourquoi certains humains prennent du temps pour mourir. Tu sais, qu'on se dit, oh mon Dieu, que c'est long, tu sais. Mais je pense qu'il y a aussi les hormones qui jouent là-dedans. Quand les humains sont sereins, ils s'adressent le droit de traverser leur processus. Moi, j'entends souvent des femmes dire, et j'en ai été une, je veux un enfant, mais je veux pas accoucher. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce que c'est simplement la peur de la douleur ou justement ces mémoires-là qui nous reviennent? Ouais, il y a la peur de la douleur, de l'intensité qu'on parle plus aujourd'hui. Quand on ne vient pas interférer dans le processus de la naissance, souvent, on va parler plus d'intensité que de douleur. Quand il y a de la douleur, c'est souvent parce que le cerveau est sollicité. Donc, on pose des questions par rapport à des données médicales où on a interagi un peu trop avec ce cerveau-là. Il y a toute la cinématographie qui nous a pas aidé non plus, tu sais, de voir ces femmes-là couchées sur le dos, en train d'hurler, en train d'être dépassées, où on se dit, tu sais, même dans des naissances médicalisées où on était à l'hôpital, la vaste majorité du temps, les femmes n'étaient pas sur le dos. On a vraiment eu, tu sais, de plus en plus, aujourd'hui, on est capable de faire ces demandes-là, d'être à genoux, d'être debout, Qui est dans le sens du corps. Ben oui, effectivement. Donc, même tout ce qui est transmis comme peur de façon cinématographique ou dans les séries, ou même dans nos familles aussi. Tu sais, il faut se rappeler là, qu'il n'y a pas si longtemps, il y a pas 50 ans, on attachait les femmes, on les endormait pour mettre leur bébé au monde. Parce qu'on ne voulait pas les entendre. On ne voulait pas les entendre. Puis on avait peur qu'ils nous fassent des crises d'hystérie, tu sais. Oui. On associait ça beaucoup à l'hystérie, oui. Oui, et donc c'est normal. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des traces de ça encore. Tu sais, récemment, je portais un cercle pour le sujet, c'était mon accouchement à naissance, où il y a une femme qui parlait de son plaisir de mettre au monde, à quel point elle a eu du plaisir. Et je trouvais ça extraordinaire parce qu'elle était dans un groupe de femmes qui avaient eu beaucoup de difficultés dans leur naissance. C'est aussi important d'entendre ces femmes-là pour qui mettre au monde a été quelque chose de grandiose. C'est aussi valide que celles pour qui elles sont insatisfaites. Et c'est pas à la mode. Puis c'est souvent pas très bien vu de nommer que t'es pas satisfaite de ta naissance. Non, effectivement, c'est pas... de toute façon, on est beaucoup dans le paraître, puis dans le il faut être bien, puis aller bien, puis quand on va pas bien, il faut vraiment se serrer, puis pas en parler, oui, c'est fini, on n'en parle plus. Oui. Marie-Pierre, avez-vous vu des hommes pratiquer le métier de doula?
Non, j'ai eu l'occasion de voir un film où c'était un homme, c'était une doula. J'ai pas encore rencontré d'hommes qui pratiquaient le métier de doula, mais je pense que... Il y en a peut-être? Ah, c'est sûr qu'il y en a. C'est juste qu'ils ont pas le titre. Ils n'ont pas le titre? Ils n'ont pas le titre parce qu'ils soit ils souhaitaient pas avoir le titre ou soit ils ne savent même pas. Dans le fait d'être un facilitateur dans les espaces, les moments où ils permettent les transitions, il y en a plein des doulas, mais ils n'ont pas le titre officiel. Ouais. Il y a un sage-femme au Québec, Louis... Maltais. Maltais, j'ai eu l'occasion de la rencontrer dans une de mes grossesses, qui est maintenant dans le coin de la baie des Chaleurs. Okay. Donc, c'est un des seuls, si je ne me trompe pas, au Québec, qui est à titre de sage-femme. Mais comme doula, je sais qu'à notre école, il me semble que nos préceptrices nous avaient dit qu'il y en avait eu un qui s'était inscrit. Fait que c'est pas... OK. Ça attire quand même. Ouais, il y en a un. Et très rapidement, d'une minute, parlez-nous des forfaits les plus populaires et donnez-nous une idée des tarifs si jamais les femmes qui nous écoutent veulent faire appel à une doula. Ça ressemble à quoi les tarifs? Bien, déjà, chaque doula a ses tarifs à elle. En ce qui me concerne, on peut aller entre... si je me souviens bien, entre 1050 et 1500 $. Donc, c'est autour entre 25 heures d'accompagnement et 40 heures d'accompagnement, répartis sur plusieurs mois, idéalement. Puis même si on fait appel à mes services avant la 14e semaine, si on parle de 1325. Donc, parce que moi, ça me donne un coup de pouce de connaître plus la famille. Plus je connais la famille, plus je suis efficace dans mon travail. Et j'ai le bonheur d'être reconnue par l'association des naturothérapeutes du Québec. Donc, les services, une partie des services sont remboursés par les assurances qui desservent la naturothérapie. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est sûr que plus on commence les accompagnements tôt, plus on en profite, plus on est vraiment ensemble, puis on bonifie, on optimise vraiment l'accompagnement. Marie-Pierre Lamoureux, on peut dire que dans l'ensemble, l'accompagnement réduirait le recours aux interventions médicales. La plupart des femmes retireraient donc certains bénéfices de la présence d'une doula. Est-ce que le système de santé tel qu'on le connaît actuellement est ouvert à la présence de la doula? Vous en avez parlé un peu en début d'émission. C'est un peu compliqué quand même. Ça dépend. C'est sûr que si on travaille avec des sages-femmes, souvent l'espace est ouvert à travailler avec des doulas. Pour avoir eu des discussions en ce sens avec plusieurs sages-femmes, on est vraiment rassuré de savoir qu'il y a une doula qui accompagne leurs clients. Est-ce que la sage-femme, excusez-moi de vous couper, mais est-ce que la sage-femme a davantage sa place que la doula pour le système de santé à l'hôpital? Il y a du travail encore à faire. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances aussi par rapport aux connaissances de chaque professionnel. Là, il y a encore des gens qui demandent, « Ouais, mais la sage-femme, elle a-tu vraiment les compétences médicales? » Tu sais, fait que je pense que... sans parler de patriarcat extrémiste, je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances par rapport déjà à la profession de la sage-femme. Mais oui, c'est sûr que la doula, elle a un accueil. Plus on va travailler avec les professionnels, plus on va avoir une place. Puis je le rappelle souvent, on n'est pas au service du système, on est au service des familles qu'on accompagne. Oui. Ça, c'est super important. À chaque fois, j'ai eu un bon accueil ou un accueil neutre. Oui, OK, neutre. Bon. Neutre, oui. C'est rare que j'ai des ballons. Une douleur est présente dans les lieux de naissance. C'est souvent que les familles ont nommé avoir des besoins. Et c'est pas rare aussi d'entendre
une certaine méfiance. Puis je trouve ça important, une méfiance envers le système de santé. Puis c'est vraiment dommage parce que... Ben, en fait, je dis que c'est dommage, mais pour moi, je le vois comme une opportunité de venir prendre soin de l'alliance thérapeutique que mes clients peuvent entretenir avec leurs professionnels de la santé. Oui. C'est vraiment important de pouvoir avoir un professionnel de la santé envers qui on a confiance. Donc, je pense que plus on va oser être dans des espaces où c'est moins fréquent qu'on soit, ben plus on va pouvoir justement prendre soin de cette alliance thérapeutique-là, puis encourager nos clients à poser des questions, puis à s'approprier. Tu sais, moi, j'appelle souvent ça se mêler de son dossier. Je me mêle de mes affaires quand je pose des questions par rapport à mon dossier. Puis on n'a pas été éduqués dans ce sens-là. Hein? Non. On remet toute la responsabilité parce que nous, on ne sait pas. Hein? Tout à fait. Donc, des fois, c'est comme ça qu'on se fait... c'est intéressant parce que... Qu'on se fait jouer. Qu'on se fait organiser, en tout cas. On se fait organiser, oui, parce que les protocoles sont en place pour des familles qui n'ont pas eu l'occasion de se préparer. Donc, on n'a pas le temps, là, dans 15 minutes, de te refaire un gros plan de traitement. Puis faut être capable d'avoir une marche à suivre qui a déjà été réfléchie. Et heureusement qu'il existe cette marche à suivre-là. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est que quand on a des questions à poser, puis que là, on revendique plus de temps. Là, c'est différent. Mais est-ce que vous accompagnez vos clientes dans leur rendez-vous, dans les suivis de grossesse? C'est arrivé. Oui. C'est arrivé. Et c'est la cliente qui demande? Oui, toujours. Okay. Toujours. Moi, je peux pas entretenir tu sais, je peux amener des idées semées, des pistes intéressantes. Tu sais, c'est toujours un peu subtil ou, tu sais, avec beaucoup de douceur, mais c'est les clients qui demandent. Je me souviens être allée dans des cas d'interruption de grossesse où c'était une interruption qui était planifiée, donc c'était le couple qui avait choisi que c'était pas possible pour eux d'accueillir cet enfant-là dans ce moment-là de leur vie, où ils avaient besoin d'une doula, d'une présence extérieure pour leur rappeler que c'était leur projet à eux. Parce que on peut organiser les choses, puis ça va vite, puis, tu sais, ça se peut qu'on nous présente un projet sur un plateau d'argent, puis qu'on se dit, ben finalement, ça marche, cette affaire-là, puis qu'on retourne chez nous, puis qu'on se dit, oups, t'as peur, finalement, c'est pas mon projet. C'est ce qui est plus facile, peut-être, pour l'organisation. Mais l'affaire, ce que je répète toujours, c'est que ceux qui repartent avec les projets, puis le tissage de l'expérience après, c'est pas le médecin, c'est pas l'infirmière, c'est pas moi, c'est les familles. Oui. Donc, c'est important qu'ils soient bien accompagnés. Est-ce que vous connaissez des doulas de fin de vie? Ben oui. Oui? Ben oui, on fait ça. Et de quelle manière? Est-ce que c'est très différent de la naissance? Accueillir la naissance ou accueillir la mort? Est-ce que c'est... Moi, j'aime beaucoup dire qu'on accueille l'envol, on accompagne l'envol vers ailleurs. Cette notion-là spirituelle est vraiment importante. En ce qui me concerne, c'est vraiment d'accompagner la famille avant, pendant, après, au tissage. Le tissage du deuil, c'est quelque chose qui va se tisser toute la vie, puis qu'on peut commencer déjà avant. Déjà en s'assurant qu'il n'y ait pas de non-dit, qu'il y ait de tout ce que j'ai eu le goût de partager, il y avait de l'espace pour le faire. J'organise des cercles de famille où on peut déposer justement des choses qu'on ne souhaite pas garder dans une vie où on transite. Je pense pas qu'on transite, on passe d'une situation à l'autre vraiment rapidement. Mon rôle à moi, c'est de mettre des pauses et de ritualiser ces espaces-là. Donc, on traverse les choses. Et vous parlez de ritualiser. Ça ressemble à quoi, un rituel? Ben, un rituel, pour être, je pense au rituel de l'envol, c'est un rituel qui est prévu dans une après-midi ou pour la personne qui va doucement s'en aller. Quand on a des départs qui sont prévus ou qui sont un peu plus anticipés, où on va pouvoir avoir un espace où on va pouvoir venir nommer des choses, on va pouvoir venir nommer l'amour qu'on a pour cette personne-là ou ce qu'on ressent. On va pouvoir venir envelopper. On parlait du riboso tout à l'heure, avoir un soin d'enveloppement aussi pour cette personne-là, faire des couronnes de fleurs, des lectures, de la musique. Pour les petits-enfants qui vont venir chanter, il y a vraiment comme l'orchestration finalement d'une après-midi, d'un rituel pour permettre le passage. C'est comme une grande amie dans le fond de doula. Oui. Oui, ben c'est les grandes sœurs qu'il y avait avant. C'est celles à qui on pouvait tout confier, puis qu'on savait que ça serait entendu, puis qu'on savait que ça serait écouté. C'est sûr que, tu sais, quand on parlait tantôt, ça arrive-tu des noms sacrés? Quand ces noms-là, tu sais, sacrés à l'intérieur de moi arrivent, c'est parce que des conflits de valeurs qui arrivent. Puis c'est ma responsabilité en tant que doula aussi de dire, je pense que tu vas mieux fitter avec cette personne-là.
Fait que c'est là, du moment où on est dans un oui sacré, hey, là, on partage. On est vraiment dans une relation. Et dites-moi, en terminant, est-ce que vous croyez que les problèmes financiers grandissants qu'on connaît vous inquiètent pour la profession de doula? Non. Non. Non, parce que il y en a toujours eu. Il va toujours en avoir des doulas. Il y en a eu avant, dans le fond de leur forêt. Puis si les échanges, ce sera d'échanger des pièces de bœuf contre de l'accompagnement. Ce sera ça. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, Marie-Pierre Lamoureux, d'avoir accepté notre invitation. On en connaît plus sur la profession de doula. Merci également à Émilie Martel. Ainsi prend fin notre émission. Merci à toute l'équipe, d'Annie Bouffard à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à très bientôt.